Bienvenue au podcast Le Sac du Cœur. Mon nom est Didier Orméjus. Cette semaine, je vais être accompagné pendant tout l'épisode par Marc-André Chaloux. Et en compagnie de Marc-André, on va mettre la table pour la première semaine d'activité du côté de la NFL. Ça va commencer jeudi soir à Kansas City, alors que les champions en titre du Super Bowl vont recevoir la visite des Ravens de Baltimore. Ça y est, la saison de la NFL qui va finalement commencer. Toujours en compagnie de Marc-André, Marc-André va y aller de ses recommandations en termes de fantasy football, bien sûr, parce que là, j'imagine que votre repêchage a déjà été fait ou vous allez le faire au cours des prochains jours, étant donné que la saison va commencer dès jeudi soir. On va parler des Alouettes qui avaient congé la semaine dernière. Montréal va recevoir les Lions de la Colombie-Britannique vendredi soir au Stade Purcell Molson. Et afin de terminer l'épisode en beauté, eh bien, je vais répondre à vos questions dans le cadre de la Minute des fans. Alors, sans plus tarder, on va accueillir Marc-André. Ça fait longtemps, Marc-André, qu'on attend le début de la saison de la NFL. On avait même fait un survol des 8 sections lors des 8 dernières semaines. Donc là, nous, on est prêts. Là. On attend le botté Ouais. d'envoi jeudi soir à Kansas City. On a parlé des 32 équipes. Alors là, finalement, ça va commencer alors que, bien sûr, les 32 équipes seront à l'œuvre au cours du week-end. Et on commence tout de suite, Didier, avec un tour de table, puisqu'il y a 16 affrontements lors de la semaine numéro 1 et on veut vraiment toutes les faire, ces affrontements-là, aujourd'hui. Donc, on commence avec les Ravens. Tu en as parlé, Ravens Chiefs en levée de rideau. La meilleure formation de la NFL en saison régulière l'année dernière, les Ravens de Baltimore à 13-4, face au double champion en titre du Super Bowl qui amorce leur quête vers un troisième championnat de suite. Ça ne s'est jamais vu dans la NFL, les Chiefs de Kansas City. Ouais, il ne faut pas oublier que c'est une reprise du match de championnat de l'association américaine qui avait eu lieu l'hiver dernier. Toutefois, ça Mhm. se passait à Baltimore et ce sont les Chiefs, naturellement, qui avaient été en mesure de l'emporter. Je comprends toujours pas pourquoi Baltimore n'avait pas plus couru avec le ballon. Les porteurs de ballon des Ravens, on leur avait remis le ballon seulement 6 fois. Alors pourtant, Marc-André, tu sais, les Ravens misaient sur la meilleure attaque au sol de la NFL. Bon, ça, c'était la saison dernière. Pour la rencontre de jeudi, du côté des Chiefs, on en a parlé tout au long de l'été. On a hâte de voir ce groupe de receveurs, de passeurs. Heureusement pour Kansas City, Rashee Rice sera en uniforme. Il semble qu'il ne sera pas suspendu pour la saison. Toutefois, Hollywood Brown ne sera pas là, lui qui s'est blessé lors du camp d'entraînement. Mais c'est difficile de ne pas choisir les Chiefs de Kansas City afin de l'emporter. Généralement, l'équipe qui est championne en titre du Super Bowl, lorsqu'elle joue à domicile, elle est en mesure de gagner la rencontre. Quoique l'année dernière, les Lions ont causé une surprise en allant au Arrowhead, en défaisant les Chiefs. Je pense pas que ça va arriver 2 fois. J'ai hâte de voir l'unité défensive des Ravens. Oui, au cours de l'hiver, on a parlé de l'acquisition de Derek Henry via le marché des joueurs autonomes. Il ne faut pas oublier que Mike McDonald, l'excellent coordinateur de la défense de Baltimore l'année dernière, il est maintenant entraîneur-chef des Seahawks de Seattle. Le personnel a quelque peu changé. Alors, j'ai eu hâte de voir la défense des Ravens de Baltimore. Mais pour moi, je vais choisir les champions en titre du Super Bowl. Je crois qu'ils seront en mesure de commencer la saison sur le bon pied à domicile. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des images fraîches de Taylor Swift au football. Donc, Ah, je veux juste. Depuis ça me manquait pas, 2010, moi. Didier, depuis 2010, les Chiefs ont une fiche de 61 victoires, 21 défaites à domicile en saison régulière. C'est la meilleure fiche dans l'américaine. Donc, moi aussi, je vais pour les Chiefs. L'autre match, ça se passe vendredi du côté du Brésil à Sao Paulo. Les Packers de Green Bay affrontent les Eagles de Philadelphie. Pour les Packers, évidemment, est-ce que Jordan Love va pouvoir poursuivre sur sa deuxième moitié de saison l'année dernière? 18 passes de toucher, une interception en deuxième moitié. Et pour les Eagles, est-ce qu'on s'est remis de cette vraiment descente aux enfers en fin de saison et en éliminatoire, une fiche de 1-6 pour terminer la saison? J'ai bien hâte de voir cet affrontement-là. Ça va être, selon moi, un affrontement en deux attaques explosives. Ouais, je vais te laisser y aller en premier pour qu'est-ce que tu penses de la rencontre et ta prédiction, étant donné que tu es un partisan des Eagles de Philadelphie. Est-ce que tu as confiance que Nick Sirianni sera en mesure de remettre cette attaque-là sur le droit chemin et que la tertiaire va tenir le coup? Parce que la tertiaire était horrible l'année dernière. On a utilisé notre choix de première ronde et notre choix de deuxième ronde sur des demi de coin, des demi-défensifs. En théorie, on devrait être amélioré au niveau de la tertiaire. Alors, face à Jordan Love, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que tes Eagles vont pouvoir commencer la saison avec une victoire? Avec l'acquisition de Saquon Barkley, ma confiance était inébranlable en mes Eagles.
jusqu'à temps que tu me montres un article sur ESPN. Puis là, je commence à douter. Est-ce que vraiment la relation bref, cet article-là disait essentiellement que la relation vraiment entre Nick Sirianni et le cadre Jalen Hurts s'est effritée au fil du temps et elle est peut-être pas encore au beau fixe. C'est pour ça qu'on a amené Hmm. Kellen Moore aussi dans le giron chez les Eagles. J'espère qu'on a eu le temps de laver notre linge sale en famille chez les Eagles parce qu'on a vraiment tout le talent au monde, spécialement en attaque. On a, selon moi, la meilleure unité en attaque ou les meilleures armes en attaque dans la NFL. Et en défense également, on a vraiment fait de bons choix. On a amélioré la tertiaire, qui est un problème la saison dernière. Donc, j'ai bien hâte de voir. Mais oui, j'ai des petits doutes sur les Eagles de Philadelphie. Je pensais pas dire ça dans ma vie, mais je pense que déjà les Packers, ça va être un bon test pour la troupe de Nick Sirianni et pour Jalen Hurts. Et évidemment, on a bien hâte de voir si le touche-push fonctionne sans Jason Kelsey aussi. Ça serait un autre Oui. aspect intéressant lors de ce match-là. On va tout de suite le savoir là, de la semaine numéro 1, qui était vraiment le grand responsable de cette faufilade. Ouais, donc tu y vas avec les Eagles de Philadelphie. Je vais Ouais, choisir les ouais, Eagles ouais. pour l'emporter également contre les Packers parce que, un peu comme les Ravens de Baltimore, mais j'attends de voir la défense de Green Bay. Au cours des dernières années, on critiquait, avec raison, leur coordonnateur défensif. On l'a congédié après la dernière saison. On a amené un nouveau coordonnateur. La défense des Packers, elle a du talent aux trois niveaux, soit au niveau de la ligue défensive, au niveau des secondaires de ligne, chez la tertiaire. On a des anciens choix de première ronde. On est très talentueux. Je ne comprenais pas lors des dernières années pourquoi on avait des ratés défensivement. Alors, c'est une des raisons pour laquelle on pointait du doigt le coordinateur de la défense. On a du talent. Alors, j'ai hâte de voir si cette défense-là sera plus solide. Mais jusqu'à preuve du contraire, j'ai besoin de voir des preuves que la défense de Green Bay sera améliorée. Je vais choisir les Eagles de Philadelphie. Je crois qu'on va avoir enterré la hache de guerre entre Nick Sirianni et Jalen Hurts. Sinon, ça va être une très longue saison à Philly. Dimanche à 13h, les Cardinals de l'Arizona affrontent les Bills, rendent visite aux Bills à Buffalo. Évidemment, du côté des Cards, j'ai bien hâte de voir le début de Marvin Harrison Jr., le receveur de passe. Et on l'a vraiment mis lors des matchs préparatoires, Didier. Il a vraiment juste joué une séquence à l'attaque en 2 matchs préparatoires. Donc, on l'a vu, on l'a mis sur le terrain une séquence, on l'a enveloppé dans du styromousse, puis on va le redéballer lors du match numéro 1. Et du côté des Bills, j'ai bien hâte de voir comment Josh Allen va se comporter avec un groupe de receveurs assez nouveau, mis à part Khalil Shaker, mais on parle ici de la recrue Keon Coleman, Curtis Samuel, Mac Hollins, bref, j'ai bien hâte de voir comment tout ça, ça va s'agencer du côté des Bills. Oui, parce que le visage des Bills a changé durant la saison morte. En plus de ça, du côté de l'unité défensive, en particulier au niveau de la tertiaire, il y a eu des départs. Mais moi, j'ai confiance en Buffalo. Je vais choisir les Bills pour l'emporter à domicile. On sait que la foule va être gonflée à bloc à Buffalo lors du tout premier match de la saison. Puis on mise sur un des meilleures carrières de la NFL en Josh Allen. Il ne faut pas oublier, hein, Josh Allen, à quel point il est talentueux. Alors que du côté des Cardinals de l'Arizona, bon, tu as parlé de l'attaque, bien sûr, avec Marvin Harrison Jr. On a hâte de le voir en action. On a hâte de voir s'il va avoir développé, s'il a développé de la chimie, de la cohésion avec Kyler Murray lors du camp d'entraînement. Mais la défense des Cards, Marc-André, lorsque je la regarde, sur papier en tout cas, écoute, on a fait faillite en termes de talent du côté de l'unité défensive de l'Arizona. Alors, je ne pense pas qu'on peut se présenter à Buffalo et arrêter l'attaque des Bills. Oui, c'est vrai, bon, le groupe de receveurs, c'est un peu des points d'interrogation, mais moi, je crois sincèrement que les Bills vont tenter de miser plus sur leur jeu au sol cette année. Et on a deux ailiers rapprochés talentueux en Dalton Kincaid et Dawson Knox. Je ne suis pas inquiet pour Buffalo. Pour moi, les Bills devraient l'emporter. Moi aussi, je prends Buffalo essentiellement pour la même raison que toi. La défense des Cards, sérieusement, elle va être médiocre cette saison. Je pense qu'on va vraiment assister à un festival de points et en tant que joueur fantasy, un festival de points fantasy pour Josh Allen et l'attaque des Bills. Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre affrontent les Bengals à Cincinnati. Pour les Patriots, c'est évidemment le début de l'ère Jerome Mayo à la barre de l'équipe. Et pour les Bengals, ben, je veux dire, c'est le retour de Joe Burrow qui a manqué la majeure partie de la saison la saison dernière. S'il demeure en santé, Joe Burrow, selon moi, les Bengals seront de sérieux prétendants euh, au Super Bowl dans l'association américaine. Ouais, il y a une chose qui m'inquiète du côté de Joe Burrow. Je ne sais pas si tu as vu certains articles où on disait que, bon, souviens-toi, l'année dernière, sa saison s'est terminée en raison d'une blessure à un poignet.
Et d'après ce que j'ai lu Mmh. lors du camp d'entraînement, il y a des gens qui trouvaient qu'il ne lançait pas le ballon de la même façon que par le passé. Donc, il est toujours ennuyé par cette blessure à son poignet droit. Ça reste à voir. Ben, écoute, on ne passera pas beaucoup de temps sur ce match-là. Là. Ce sont les Patriots qui s'en viennent. Les Patriots sont les favoris afin d'avoir le tout premier choix du prochain repêchage. Jacoby Brissett va être au poste de quart. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas envoyer Drake May dans Ouais. la mêlée derrière cette pitoyable ligne à l'attaque. On veut protéger notre investissement, notre choix de première ronde. Les Patriots vont être horribles cette année. Je ne crois pas qu'ils vont causer une surprise. Alors, je choisis les Bengals à la fin de la porte. Moi aussi, les Bengals et aussi le statut de Jamar Chase, on n'en a pas parlé. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va Hmm. se passer avec ça. Aux dernières nouvelles, on enregistre Il mardi n'est toujours matin. pas entraîné, hein? Jam Exactement, exactement. On lui a demandé de se présenter, au centre d'entraînement. Il s'est présenté, sans épaulettes, sans rien. Donc j'ai bien hâte de voir. Moi, je commence à penser que Jamar Chase veut peut-être lancer un message, va peut-être manquer un match. Si j'étais lui, je ferais pas ça, mais bon, je pense qu'il va peut-être manquer un Parce match. Je que commence s'il à rate un penser qu'il veut match, oublie lancer. pas, là, c'est un chèque de paye qu'il rate aussi, hein? Alors, ça Ouais, passez-y mais je bien pense pour qu'il Jamar peut s'en Chase. ouais, mais je pense qu'il peut se le permettre, non? Ben, on va voir combien de temps ça va durer. C'est ça la chose qu'on ne sait pas. Là. S'il rate un match, là, il en rate un deuxième, là, c'est un deuxième chèque de paye. Oublie pas, il est toujours sur son contrat recru. Il n'a pas encore fait sauter la banque. C'est la Mmh. raison pour laquelle il ne s'est pas entraîné lors du camp d'entraînement. Il a vu tous les autres receveurs signer de nouveaux contrats. Lui, il aimerait signer un contrat, ben quoi, environ à 30 millions de dollars par année, comme les meilleurs receveurs ont signé lors des dernières semaines. Écoute, même Brandon Ayuk, qui pour moi n'est pas dans la catégorie des meilleurs receveurs de passe de la NFL, c'est un excellent joueur, mais il n'est pas au même niveau que de CeeDee Lamb, de Justin Jefferson. Même lui, il a fait sauter la banque finalement. Alors, Jamar Mmh. Chase, je le comprends là, de vouloir une prolongation de contrat. Bref, Mais avec ou sans Jamar Chase, parce que je suis prêt à parier que de la minute qu'on va terminer l'enregistrement, on va apprendre qu'il a signé il sa va prolongation signer. de contrat. Ouais, Mais peu importe, les Patriots, je m'attends absolument rien de ouais. la part de la Nouvelle-Angleterre cette année. Avec ou Jamar Chase, Cincinnati devrait être en mesure d'en. Les Vikings seront à New York pour affronter les Giants. Du côté des Vikings, évidemment, on surveille l'entrée en scène de Sam Darnold, qui est vraiment maintenant le nouveau Hmm. quart des Vikings. Et du côté des Giants, j'ai bien hâte de voir, bon, c'est ça, Malik Neighbors, pour moi, c'est un chouchou en ce début de saison avec Daniel Jones. Et savais-tu, Didier, que les Giants fêtent cette année leur centième anniversaire? Je Oui, pense que le centième anniversaire des Giants va potentiellement commencer avec une défaite. ça sera pas mémorable, tu penses? Donc, tu choisis les Non. Vikings, ouais. J'ai pris les Giants, par exemple, hein. Oui, c'est ça, j'ai pris les Giants, mais je mettais ça au conditionnel quand même. Oui, Mais je suis oui, pas non, confiant. écoute, j'ai hâte de voir. Est-ce que les Giants vont porter leur uniforme du Canadien? Souviens-toi, là, Ah durant oui! la saison morte, ils ont Ouais, dévoilé ouais. l'uniforme pour leur centième saison qui va commencer dimanche, comme tu viens de le dire. Donc, est-ce qu'ils vont porter cet uniforme-là d'entrée de jeu? Parce que j'ai vu qu'ils ont changé le logo au centre du MetLife Stadium, du terrain du MetLife Stadium. Donc, il y a un logo différent. Donc, s'ils vont porter ces uniformes-là, c'est ce que j'ai hâte de voir. Parce que, honnêtement, Sam Darnold contre Daniel Jones, écoute, j'ai aucun enthousiasme face à cette rencontre. Je vais choisir l'équipe à domicile, les Giants de New York, mais j'ai absolument aucune confiance aux Giants. Bon, on a vu Daniel Jones, il en a arraché lors des rencontres préparatoires. La ligne à l'attaque des Giants, ça fait 10 ans qu'elle est mauvaise, même à l'époque, à la fin de la carrière d'Eli Manning. On va voir domicile. Par défaut, je vais choisir les Giants de New York comme gagnant de ce duel. Je me souviens plus de mon choix. Je me souviens plus qu'est-ce que j'ai dit. J'ai dû aborder les Giants aussi à domicile. Je pense que c'est vraiment 2 équipes semblables qui se rapprochent. Ouais, les Giants, moi aussi. Bon, du côté ensuite, les Titans du Tennessee affrontent, oh là là, les Bears de Chicago. Est-ce qu'on a hâte, Didier, de voir les nouveaux Bears en action avec Caleb Williams, Keenan Allen et Rome Odunze? Cette attaque-là, j'ai bien hâte de voir ça. Et du côté des Titans, ben, c'est le début d'une nouvelle ère, d'un nouveau chapitre, sans Derrick Henry et aussi sans l'entraîneur-chef Mike Vrabel. Ah, comme je le disais tout à l'heure, là, on a hâte au début de la saison. Puis une des raisons pour laquelle j'ai hâte au début de la saison, là, finalement, c'est afin de voir les Bears. On en a parlé depuis le repêchage, lorsqu'on a sélectionné Caleb Williams au tout premier rang du repêchage. J'ai mentionné les receveurs qui se sont greffés à la formation. Je suis convaincu que les Bears vont participer aux éliminatoires. La ligne à attaque, pour moi, elle demeure un problème.
du côté de Chicago. Alors, les Bears vont recevoir les Titans du Tennessee. S'il fallait que les Bears échappent ce match-là à domicile, là, parce qu'il y a de grandes attentes à Chicago. Là. On a vu Caleb Williams dans des matchs préparatoires. On se dit, ça y est, finalement, on a un carrière talentueux. S'il fallait qu'on échappe ce match-là, Marc-André, à domicile lors de la première semaine, je pense que déjà, les partisans des Bears vont être prêts à mettre le Soldier Field en feu. Bref, je pense pas que ça va être un désastre. Je crois que les Bears vont trouver une façon de l'emporter contre le Tennessee. Ah, moi aussi, je prends les Bears pour l'engouement envers l'équipe. Je pense aussi que les Titans, c'est pas une super opposition pour un premier match. Je pense que les Bears, que Caleb Williams va signer sa première victoire dans la NFL ce dimanche. Ensuite, Léo, dans un affrontement qui ne rassemblera pas les gens à la cage au sport, les Panthers de la Caroline affrontent les Saints de la Nouvelle-Orléans. Du côté des Panthers, Didier, ben, évidemment, on veut savoir si Bryce Young est réparé avec Dave Canales, parce que l'année dernière, ça a vraiment été une première saison désastreuse pour lui. Ouais. Et du côté des Saints, comment dire, les Saints, moi, ils me laissent, moi, ils me laissent, ils sont pâles, les Saints, ils me laissent mon appétit un petit peu. Est-ce qu'on peut se dire que c'est la deuxième année de Derek Carr en Nouvelle-Orléans? Est-ce qu'on peut s'attendre à une amélioration du côté des Saints? Ça reste à voir. Ben, tu l'as dit, hein, du côté de la Nouvelle-Orléans, il n'y a rien qui a changé comparativement à la fin de la saison dernière en termes de personnel ou à peu près. Dennis Allen est toujours l'entraîneur-chef. Derek Carr, on sait ce qu'il est, puis on sait ce qu'il n'est pas. Quand tu regardes ses statistiques à la fin de chaque saison, tu te dis, ah, OK, ben, il a connu une bonne saison, mais quand tu regardes les matchs, combien de fois qu'il n'est pas productif près de la zone début, dans la zone critique, j'ai l'impression que c'est du pareil au même pour les Saints. C'est une rivalité, un match de section. Généralement, ces matchs-là sont toujours plus serrés qu'on l'anticipe. Je vais y aller avec une surprise. Je vais prendre, oui, les Panthers de la Caroline afin de l'emporter parce que je suis aucunement inspiré par cette édition vieillissante des Saints de la Nouvelle-Orléans. On a un nouvel entraîneur-chef du côté des Panthers. Regarde, pourquoi pas? Je ne mettrai pas de grosse somme d'argent là-dessus, mais je choisis tout de même les Panthers, oui, afin d'aller chercher une première victoire. Les Panthers 0-9, Didier, sur les terrains adverses l'année dernière. Et ce sont l'une des deux seules équipes avec les Patriots qui sont négligées dans tous leurs matchs cette saison. Je prends l'équipe à domicile, les Saints de la Nouvelle-Orléans, dans mon cas. Les Je vais avec Steelers la de surprise, Pittsburgh. ouais. C'est bon, c'est bon. Les Steelers de Pittsburgh affronteront les Falcons d'Atlanta. Tiens, tiens, un duel de carrière entre Russell Wilson. J'attends ton virement. Je vais donner mon adresse courriel pour ton virement pour notre prédiction. Didier affronte les Falcons d'Atlanta et Kirk Cousins. Donc, vraiment, deux nouveaux quarts. Écoute, si on parlait de l'engouement du côté des Bears, il y a certainement un engouement du côté des Falcons. J'ai bien hâte de voir. Oui, ça va être la saison numéro 2 de Mathieu Bergeron, hein. Au sein de la ligne à l'attaque des Falcons d'Atlanta, Bergeron devrait juste être amélioré après sa saison recrue. C'est sa première année également à la position de garde. Il jouait à la position de bloqueur avec l'Orange de Syracuse. Alors moi, je m'attends à voir une très belle saison de la part de Mathieu Bergeron. Les Falcons sont une autre formation hein, dont on n'a pas arrêté de parler durant la Hmm. saison morte. On n'a pas arrêté de parler également de Russell Wilson contre Justin Fields. En passant, je crois que notre pari, c'était durant Ah, la saison. Là. c'est Moi, toute je suis la sûr que j'avais dit que saison, Justin oui. Fields allait éventuellement détrôner Russell Wilson à la position de carrière. Sais-tu quoi? Je vais prendre les Steelers afin de l'emporter sur la route. J'ai pas vu que Cousins, durant un match préparatoire, on l'a pas vu, se remettre toujours de cette déchirure à un tendon d'Achille. Alors, moi, je vais prendre les Steelers parce que j'ai confiance en l'unité défensive des Steelers. J'ai pas confiance en Russell Wilson, on s'entend là-dessus. Mais j'ai confiance en l'unité défensive de Pittsburgh. Je crois qu'elle va pouvoir aller à Atlanta et les faire les Falcons. J'ai hâte de voir Bijan Robinson l'an 2 aussi. Là, on disait Oui, tellement oui, de c'est bien vrai. de lui. On est vraiment laissé, on a été laissé sur notre appétit lors de la saison 1. J'ai bien hâte de voir avec sans Arthur Smith ce que Bijan Robinson peut offrir. Donc ça serait intéressant. Et Kirk Cousin, Match je sais que tu es revanche un pour fan de Arthur Smith. Michael. Ouais, Oui, exact. Ah ben excuse-moi de oui, t'interrompre, mais j'ai pas ben pensé oui, à il est ça. coordinateur à l'attaque des Steelers. C'est que là, lui, il va tout donner. Regarde bien les Steelers Et arriver Cord avec des jeux truqués et tout. et Cordarrelle Patterson aussi. Oui, oui, match Mais oui, revanche pour Colorado. oui, 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 oui. Donc, j'ai bien hâte de voir tout ça. Ça va être intéressant. Moi, je vais prendre les Falcons à domicile. Je vais prendre Mathieu, pour Mathieu Bergeron.
J'espère qu'il n'écoutera pas ce podcast en sachant que tu as pris contre lui, quand tu as pris pour les Steelers. Les Jaguars de Ah, je Jacksonville l'aime, vont Mathieu. affronter. Je vais avoir une belle saison, je l'ai dit tout à l'heure. Les Jaguars de Jacksonville vont affronter les Dolphins de Miami. Ça, c'est un match qui, en ce moment, chez les preneurs au livre, c'est le match avec le plus haut total de points marqués. Il pourrait y avoir des explosions, des feux d'artifice dans ce match-là entre deux excellentes attaques. J'ai bien hâte de voir. Du côté des Dolphins, c'est un peu la continuité pour les deux équipes. Du côté des Dolphins, on a assez le même groupe de joueurs en attaque. Même chose du côté de Trevor Lawrence et les Jaguars de Jacksonville. On s'attend peut-être à ce que Trevor Lawrence connaisse une meilleure saison qu'il a connue l'année dernière. Ben, exactement. Donc, si le match a l'allure que tu viens de mentionner, si beaucoup de points sont marqués de part et d'autre, je suis obligé d'y aller avec les Dolphins de Miami. Parce que j'ai vu l'attaque de Miami l'année dernière être très productive durant la première moitié de la saison, on s'entend. La deuxième moitié, c'était différent. Mais là, on est au mois de septembre. Alors, c'est là que les hommes de Mike McDaniel sont à leur mieux historiquement depuis que McDaniel est l'entraîneur-chef. Alors, si c'est un match à qui mieux, je pense qu'on a plus de munitions du côté de Tua, avec Tyreek Hill, bien sûr, et compagnie. Alors, moi, je choisis Miami. Miami est en santé avec Devon A. Très explosif dans le champ arrière. Non, ça va être trop pour les Jaguars de Jackson. Moi aussi, les Dolphins, dans un match, justement. Les Dolphins vont marquer plus de 30 points, selon moi, dans ce match-là. Les Texans de Houston, duel de division, rendent visite aux Colts, à Indianapolis. Du côté des Texans, on a été emballé par la saison recrue de CJ Mm. Stroud. On lui a donné d'autres jouets en attaque, notamment Joe Mixon, Stephon Diggs. J'ai bien hâte de voir comment l'attaque va s'agencer, va s'articuler autour de ça. Et du côté des Colts, on a vu sporadiquement l'année dernière Anthony Richardson. C'est lors de 4 matchs, 2 complets. J'ai bien hâte de voir sur une saison complète. S'il peut demeurer en santé et sur une saison complète, est-ce que les Colts peuvent avoir l'air avec Anthony Richardson au poste de quart? Oui, ben, moi, je vais y aller avec les Texans de Houston. Les Texans, ils ont terminé au premier rang de la section. Souviens-toi, dernier match de la saison régulière, c'était contre les Colts. Ça n'avait pas été d'une passe imprécise de Garner Minshew. Peut-être que c'est Indianapolis qui aurait participé aux éliminatoires. Mais tout ça, c'est dans le passé. Moi, j'ai confiance en CJ Stroud. J'ai confiance en Demico Ryan, l'entraîneur-chef des Texans de Houston. Et puis, comme tu as dit, Anthony Richardson, bon, quoi, il a préparé 4 matchs l'année dernière ou à peu près blessé. Puis on l'a vu lors des matchs préparatoires, ratait des passes, était imprécis par moment. Il ne faut pas oublier qu'Anthony Richardson a seulement eu 13 départs dans les rangs universitaires, si je ne me trompe pas. C'est bel et bien ça, 13 départs. Mhm. Donc, il a besoin de jouer afin d'acquérir de l'expérience. Premier match de la saison, il n'a pas assez d'expérience. Pour moi, Houston va à Indianapolis et gagner. Mais il ne faut pas oublier, les matchs Texans-Colts sont tout le temps serrés, peu importe s'ils ont lieu à Houston ou à Indianapolis. J'ai lu un article, j'ai pas le chiffre exact, mais je crois que Anthony Richardson a obtenu genre 30 passes de toucher depuis genre le rang secondaire, quelque chose du genre, en tout cas au total depuis. Donc ça, c'est quand même assez fascinant. Moi aussi, je prends les Texans, Ouais. par exemple. Je crois à l'engouement et à l'attaque des Texans en ce début de saison. Je pense que les Colts vont être une bonne petite équipe, mais je pense que les Texans sont supérieurs. Les Raiders de Las Vegas rendent visite aux Chargers à Los Angeles. Évidemment, c'est le début de Jim Harbaugh à la barre des Mhm. Chargers. C'est vraiment ça qui retient l'attention dans cet affrontement-là. Moi, je prends les Chargers. C'est simple, Marc-André. Je crois pas que les Raiders. Je pense que les Raiders, ça pourrait être potentiellement un autre désastre, une autre équipe désastreuse. Bon, peut-être pas au même niveau que les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. On a une bonne formation du côté de la défense des Raiders, mais pas se le cacher, on n'a pas de carrière. OK, Garner Minshew a été sélectionné comme carrière partant par défaut parce que lui et Aiden O'Connell se sont possiblement livrés la pire bataille de l'histoire de la NFL lors des matchs préparatoires. Il n'y en a aucun des deux qui s'est démarqué. On a décidé d'y aller avec Minshew qui a plus d'expérience qu'O'Connell. Alors, c'est ça. Moi, j'ai aucune confiance du côté des Raiders. Alors que ben, du côté des Chargers, ça va être le premier match de Jim Harbaugh. Bon, je sais que Justin Herbert s'est blessé un pied lors du camp d'entraînement, mais j'ai confiance en Harbaugh qu'on sera en mesure de trouver une façon de l'emporter. On va jouer à domicile en plus. Alors, moi, je choisis les Chargers afin de gagner ce duel de la section ouest de l'Amérique. Moi aussi, je choisis les Chargers et j'ai bien hâte de voir tout le monde depuis dans l'entre-saison dit
Les Chargers vont courir avec le ballon, ça va être incroyable. J'ai bien hâte de voir l'attaque, comment que ça va se déployer sur le terrain. Est-ce qu'on va vraiment courir autant? Parce que oui, on peut courir, mais il faut finir par passer dans la NFL de toute façon. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. Oui, les Chargers pour moi aussi. En 12, 12e affrontement, les Broncos de Denver se rendent à Seattle pour affronter les Seahawks. Du côté des Broncos, c'est le début, ce sera le début du quart Bo Nix à la barre de l'attaque des Broncos. Et du côté des Seahawks, on en a parlé depuis le début de l'été, toi et moi. J'ai bien hâte de voir la nouvelle attaque avec le nouveau coordonnateur offensif, Brian Grubb, du côté des Seattle. Comment tout ça va s'articuler, l'attaque des Seahawks? Est-ce qu'elle sera aussi explosive qu'on laisse présager? Ben, écoute, pour le meilleur et pour le pire, je suis dans la rangée, la première rangée du bandwagon des Seahawks de Seattle pour cette année. J'ai confiance en Mike McDonald. Je le disais tout à l'heure, il était coordinateur de la défense des Ravens de Baltimore lors des dernières années. C'est sa première année à titre d'entraîneur-chef, mais avec Ben Grubbs, coordinateur à l'attaque. Tu viens de mentionner son nom, l'ancien coordinateur à l'attaque des Huskies de l'Université de Washington. Je ne sais pas, c'est excitant là, lorsqu'on regarde les possibilités du côté des Seahawks, qui était loin d'être une mauvaise équipe l'année dernière. C'est juste que défensivement, Pete Carroll était incapable de redresser son unité défensive. Je crois que Mike McDonald va être capable de le faire. Je suis déchiré. J'avais le goût de prendre les Broncos. J'ai aimé ce que j'ai vu de la part de Bo Nix lors des matchs préparatoires, coaché par Sean Payton. Mais à Seattle, la foule va être bruyante. J'espère que du côté des Sox, ça va être l'année où on va rétablir notre avantage à domicile. Souviens-toi, là, lors de l'époque du Legion of Boom, c'est Mhm. impossible d'aller à Seattle et gagner un match de football. Puis ça a disparu lors des dernières années, malheureusement. Mais écoute, moi, je crois aux Seahawks. On en a parlé durant l'été, toi et moi. Alors, je crois que Seattle va commencer la saison du bon pied avec une victoire contre Dan. Même chose pour moi. Si la ligne à l'attaque et la défense tient le coup, je pense que Seattle pourrait également causer des surprises cette saison. Les Cowboys de Dallas affrontent les Browns à Cleveland. Évidemment, avec CeeDee Lamb qui a signé un nouveau contrat récemment. Donc, j'ai bien hâte de voir Dak Prescott. Est-ce que c'est le dernier tour de piste de Dak Prescott avec les Cowboys de Dallas? Et du côté des Browns, est-ce que Deshaun Watson peut être sur le terrain, être en santé? Pas faire de remous à l'extérieur du terrain, Mhm. juste jouer au football comme il en est capable de le faire. Ça aussi, je suis déchiré, là. Mais sais-tu quoi? C'est toujours plus intéressant que lorsque les Cowboys ont des ennuis. Donc, je vais choisir les Browns de Cleveland afin de l'emporter. Bien que, bon, on ne sait pas à quoi s'attendre de la part de Deshaun Watson. Et la dernière bonne saison de Deshaun Watson, Marc-André, ça remonte à la saison 2020, l'année de la COVID. Imagine-toi, sa dernière à Houston. Ça fait 4 ans de ça. Puis depuis, ben, bon, probablement, il avait été suspendu pendant une saison. L'année dernière, Joe Flacco était clairement un meilleur carrière que lui aux commandes de l'attaque des Browns de Cleveland. Mais juste pour créer du remous à Dallas, je vais choisir les Browns afin de l'emporter contre les Cowboys. Sean Watson a encore des problèmes au camp d'entraînement. On dit déjà qu'il y a de la fatigue dans son bras. C'est pas pour rien qu'on a gardé 4 corps arrière qui peuvent être partants dans la NFL du côté des Browns parce qu'on n'est pas convaincu non plus que Deshaun Watson peut faire le travail. Mais je Ouais, je pense mets sur la que défense des Browns pour qu'ils l'emportent en exactement. passant, pas sur Deschamps. Non. La défense des Browns, elle est excellente. Et moi, je pense que, tu sais, on l'a vu avec les Alouettes, avec Austin Mack. T'as beau jouer comme le duo CeeDee Lamb, Dak Prescott, t'as beau jouer, connaître le gars, mais t'as vu que, tu sais, CeeDee Lamb n'a pas participé à des entraînements. Il peut peut-être avoir un manque de synchronisme en début de saison, du moins lors du premier match. Je pense que peut-être que l'attaque des Cowboys va être dysfonctionnelle un peu lors du premier match. Et avec la défense des Browns, moi aussi, je vais pour les Browns de Cleveland à domicile. Les Commanders de Washington rendent visite aux Bucks à Tampa Bay. Évidemment, c'est les débuts de Jaden Daniels. On va surveiller Benjamin Saint-Just également en défense. Et du côté des Bucks, j'ai bien hâte de voir comment l'attaque va se déployer sans Dave Canales. Est-ce que c'était lui le génie derrière la résurrection de Baker Mayfield ou c'était vraiment Baker Mayfield qui a connu une saison vraiment exceptionnelle? Ah, ça, c'est une très bonne question. Comme tu l'as dit, on va commencer à avoir des réponses. C'est ça la beauté de la chose. On se Mm. pose plusieurs questions au niveau des équipes. Là, on y va de nos prédictions, mais réellement, il n'y a personne qui sait qu'est-ce qui va arriver. La NFL, c'est tellement imprévisible. Alors, on a hâte à la première rencontre jeudi soir.
Mais bon, pour ce qui est des Buccaneers de Tampa Bay, bon, c'en est une autre équipe, ça, qui n'a pas apporté de grands changements majeurs au terme du personnel des joueurs. Moi, je suis quelque peu intrigué par les Commanders de Washington. Pas juste parce que Benjamin Saint-Just porte les couleurs de Washington, mais là, on a finalement fait un ménage complet. On a Dan Quinn comme entraîneur-chef. On est allé chercher des vétérans. On n'a pas mis sous contrat bon, de joueurs vedettes. On est allé chercher des vétérans déjà bien établis du côté de la NFL. Jaden Daniels est très explosif. Regarde, je pense qu'il va gagner son premier départ en carrière. Je sélectionne les Commanders à la fin de l'emploi. Moi aussi, j'y vais. Non, pas moi. Moi, je vais sur les Bucks de Tampa Bay à domicile. Ah, Pourquoi? Parce que, écoute, les Bucks ont quand même participé aux éliminatoires la saison dernière. Je pense qu'on a quand c'est même vrai. une défense respectable. Je Ils ont pense que éliminé si on ton a. club, les Eagles en plus. Excuse-moi de tourner le Oui, fer dans la le plaie, pas mais d'emploi. Oui, oui, oui. Je pense que si la ligne à l'attaque peut être améliorée un petit peu, je pense qu'on va. On est surtout dans une division très faible. Je pense qu'on a quand même des chances d'accéder encore une fois aux éliminatoires. Donc, moi, je vais pour les Bucks. On entame ça du bon pied à domicile. Les Rams de Los Angeles, ça, c'est le match du dimanche soir contre les Lions mhm. de Détroit. Il y a des choses que je ne pensais pas voir dans ma vie, Didier. Il y a des ovnis, je ne crois pas aux extraterrestres. Et je croyais pas que les Lions pouvaient être de Non. sérieux prétendants au Super Bowl dans l'association nationale dans ma vie. Mais je pense que c'est Ben, le cas attends, cette mais saison. avant d'aller plus loin, excuse-moi de t'interrompre. Tu crois pas aux extraterrestres? T'as pas vu ce Non, que non, le gouvernement américain a publié lors des dernières années? Tu ouais. crois que c'est de la frime, que c'est faux, tout ça? C'est toujours dans des Les champs. objets volants non identifiés là, qu'on a vus lors des dernières années, ben, en fait, depuis des décennies, mais là, finalement, on a rendu ça public, ces documents-là. Tu y crois pas? C'est étrange que ce soit toujours dans des champs reculés, dans le fin fond de l'Iowa, avec un monsieur qui parle, qui baragouine l'anglais ou le français, qu'on retrouve les extraterrestres. Ils choisissent bien leur spot, en tout cas, les extraterrestres, pour atterrir. Pas capable de vouloir atterrir en plein milieu de New York ou en plein milieu de Chicago pour qu'on les voit, pour que tout le monde le croit, pour que ça soit vraiment en campagne. Peut-être qu'ils n'aiment juste pas attirer l'attention, bref. Mais oui, Ben, je même au crois pas aux Canada, extraterrestres. même juste au Canada, pourquoi? Pourtant, on est collé avec les États-Unis. On Hmm. n'entend jamais parler que quelqu'un a vu un objet volant non identifié au Canada Ben, ou au il y a Québec ouais, des même. fois, dans des pâturages de la Saskatchewan, là, c'est déjà arrivé qu'on a vu des choses Ah se oui, dessiner là, dans le blé ou je sais pas trop. Bref, c'est on sûr, t'es s'égare. pas Oui, en je train dis. de me dire le scénario du film, c'est quoi le film Signs à l'époque, là, avec Mel Ouais. Gibson? C'est pas de ça que tu me parles? Mais je disais que les En tout cas, Lions, bref. oui, Ouais. je disais que les Lions, bref, c'est de sérieux prétendants au Super Bowl. Je commence à y croire cette saison. Et évidemment, ils affrontent à domicile Matthew Stafford et les Rams. Et pour Matthew Stafford, c'est comme un peu un match à domicile également. Bref, ce serait un affrontement vraiment intéressant entre les deux équipes. J'ai bien hâte de voir. Ouais, c'est une autre reprise d'un match éliminatoire l'année dernière. Les Lions avaient mis fin à la saison des Rams. Les Rams qui ont vraiment connu une belle saison. Souviens-toi, il y a un an, avant le début de la saison régulière, on pensait que les Rams allaient être horribles. On se disait, ah mon Dieu, là, qu'est-ce qui reste de l'équipe qui avait gagné le Super Bowl quelques années auparavant. Mais Matthew Stafford a été solide l'année dernière. Il nous a rappelé qu'il demeurait toujours un des meilleurs carrières de la NFL. Pas d'interrogation pour lui, c'est de savoir ce qu'il peut rester en santé rendu à ce stade de sa carrière, parce que justement, lorsqu'il portait l'uniforme des Lions, ben, il se faisait tabasser énormément. Tout ça pour dire que les Lions, on en parle depuis la fin de la saison dernière, à quel point c'est une équipe améliorée. C'est une des formations les plus talentueuses de la NFL. On a adressé les problèmes qu'on avait au niveau de la tertiaire durant la saison morte. Lors du repêchage, notamment, la foule va être craquée à Détroit. Les seules réserves face aux Lions, Marc-André, c'est de savoir est-ce que la défaite à San Francisco lors du match de championnat de la NFC, est-ce que ça a laissé des séquelles? Parce qu'on l'avait, la victoire. On aurait dû participer au Super Bowl du côté des Lions. Mais j'ai confiance en Dan Campbell. J'ai confiance à cette formation-là qui est tellement très talentueuse. À domicile, les Lions vont être en mesure de l'emporter au Ford Field contre les Rams. J'ai confiance en le fameux dicton il faut apprendre à perdre avant d'apprendre à gagner du côté des Lions. Puis je pense que c'est ça qui va leur permettre de progresser puis de carburer cette saison vers les plus hauts sommets. Moi aussi, je pense que les Lions. Non, j'ai dit les Rams. Et là, là, ça va super bien ce matin. J'ai dit les Rams parce que je pense que Matthew Stafford. Honnêtement, j'adore les Rams cette saison. Je trouve que l'attaque, elle va être. Ça sera une bonne attaque. Puka Nacua,
Les échos au camp envers Cooper Cup sont vraiment incroyables. On dit qu'il est de retour en pleine forme. Je pense que Matthew Stafford est un bon quart. On a Karen Williams, on a ajouté Blake Corum, on a une bonne attaque, on a une bonne défense. Et ça, malgré le départ de Aaron Donald. Je pense que ça va être un match serré. Ça va être un match vraiment à regarder attentivement ce dimanche. Mhm. Et je vais prendre les Rams. Matthew Stafford, là, enfin, sa victoire contre les Lions. Là, où tout a commencé pour lui à Détroit. Et finalement, match du lundi soir, Didier. Aaron Rodgers, lundi soir, sous les projecteurs, prise 2 contre les 49ers de San Francisco. J'ai bien hâte de voir ce match-là également. Aaron Rodgers, qui est de retour chez lui, c'est un gars de la Californie qui a joué Oui, son c'est football vrai. universitaire à Cal, donc j'ai bien hâte de voir. Et pour les 49ers, j'ai hâte de voir. Christian McCaffrey ne s'est pas encore entraîné complètement. J'ai bien hâte de voir s'il va être de la partie. On vient de signer Brandon Ayuk. Je ne sais pas s'il va avoir le temps vraiment de reprendre la vitesse ou de se mettre maintenant au parfum de l'équipe. Donc, j'ai bien hâte de voir l'attaque des Niners lundi soir. Donc, mais ça sera vraiment un match intéressant selon moi. Ouais, encore une fois, on rappelle qu'on enregistre ce podcast mardi matin, alors ça se peut qu'il y ait des développements du côté des 49ers. Je suis pas inquiet pour McCaffrey parce que j'ai oublié là, quel joueur dont tu parlais tout à l'heure. Tu disais, bon, qu'on l'avait enveloppé, qu'on l'avait mis de côté lors des matchs Marvin préparatoires pour Harrison. le déballer. Oui, Marvin Harrison, c'est ça, pour le déballer lors du premier match de la saison régulière. C'est la même chose du côté des Niners, étant donné que McCaffrey avait subi une légère blessure au mollet au début du camp. On n'a pas pris de chance. On sait qu'il est un de nos joueurs les plus importants du côté de l'attaque. Mais la question de savoir, est-ce que bloqueur à gauche des Niners, dont le nom m'échappe, des meilleurs de la Euh, NFL, là, il était avec Kyle Shanahan à oui, Washington, oui. numéro 71, je le vois dans ma tête. Euh, mais mais c'est ça, mais écoute, Williams. non, non, Non. je parle du bloqueur à gauche partant. En tout cas, le nom va me revenir en tête. Et soit de savoir ce que lui, il va être là, Marc-André, parce qu'on ne l'a pas vu du camp, pendant tout le camp d'entraînement. Alors, c'est ça la question de savoir, est-ce qu'il va être là? Parce que sans lui, l'attaque des 49ers ne sera pas la même. Là. Ça, il y a Trent un doute là-dessus. Williams, Parce que, Didier. oui, Trent Williams, voilà. Oui, Trent Williams. J'avais Jason Peters en tête. Je J'ai savais dit que c'était Williams, Jason mais Peters. moi Peut-être, je ne aussi, sais pas. écoute, Trent Williams. j'ai pas beaucoup dormi dernièrement. Donc, moi aussi, Ouais, ouais, ouais. ça- Ben oui, ben, faut dire aux gens que toi et ta conjointe avez accueilli un deuxième enfant ouais, au cours du week-end. Alors, ouais. on te premièrement, félicitations. Je sais que je t'ai Merci, félicité merci. en dehors des ondes, mais là, on va le faire durant le podcast. Et puis, regarde, on peut pas t'en vouloir, là, justement, d'être un peu fatigué, d'avoir un manque Hey, de sommeil lors des derniers puis, jours. puis je te voyais dans les sables mouvants, puis je voulais tellement t'aider. J'étais comme, ben voyons Ouais, donc. Puis je le trouvais pas. C'est comme, il est en train de s'enfouir. Je sais bien de te redonner la corde jusqu'à la fin. Avant que oui, la bah, tête c'est bon. soit complètement engloutie. Ouais. Mais Continue. merci, Trent Williams. merci. Ouais. Ouais, c'est Trent. Ouais, en plus, je le voyais dans mon visage, dans ma tête. Là, je voyais son visage, je le voyais en uniforme et tout. Mais tout ça pour dire Trent Williams est le meilleur bloqueur à gauche de la NFL là, depuis de nombreuses années, même s'il est vieillissant. L'année dernière, encore une fois, il a connu toute une saison. Mais on n'a pas une excellente ligne à l'attaque du côté des 49ers de San Francisco. On a besoin de Trent Williams. Et lui, il veut une augmentation de salaire qui est méritée. Il est un des meilleurs bloqueurs à gauche. Puis rendu à l'âge, il est maintenant âgé de 35 ans, je crois. Donc, il est âgé. Lui, c'est sa dernière chance d'obtenir une augmentation de salaire. Et du côté des Niners, on en est conscient. On sait qu'il est bon, mais jusqu'à présent, on ne l'a pas vu. Là. On ne l'a pas encore vu au camp, pas juste au camp d'entraînement. Là. Là, on commence la préparation en vue des rencontres dimanche. Alors, moi, j'ai hâte de voir ça. Est-ce que Trent Williams va être là? Tout ça pour dire, je vais choisir les 49ers afin de l'emporter contre les Jets. J'ai besoin de le voir et pour y croire du côté des Jets. Comme on Mhm. parlait de Kirk Cousins, du côté d'Aaron Rodgers, lui aussi se remet d'une déchirure à un tendon d'Achille. Lui, ça fait presque un an, mais il s'était blessé lors du tout premier match de la saison. Mais là, il est en quarantaine, Aaron Rodgers. Se remettre de ce genre de blessure-là. Je sais que la médecine moderne a fait de grands avancements. Elle est meilleure qu'elle ne l'était il y a 15-20 ans, parce que sinon, ça aurait été la fin de sa carrière s'il avait subi cette blessure-là il y a 15-20 ans, à l'âge où il est rendu dans la quarantaine. Mais j'ai besoin de le voir pour y croire. Et j'ai aucune confiance en Robert Saleh. Pour moi, il n'est pas un bon entraîneur-chef. Alors, je vais choisir les 49ers de San Francisco afin qu'ils l'emportent, surtout si Trent Williams prend part à la rencontre. Je comprends que les Jets ont une bonne défense, que l'attaque devrait être améliorée avec Aaron Rodgers,
mais je pense que les 49ers représentent une des équipes les plus complètes dans l'association nationale. Puis je pense qu'ils ont besoin d'entrée de jeu d'une victoire signature contre une bonne formation, selon moi, que sera celle des Jets cette saison. Donc, moi aussi, je prends les 49ers pour l'emporter, Didier. Ça a fait le tour Mhm. des 16 duels de la semaine numéro 1. J'ai Ben bien hâte de oui, voir tout on va ça, jeter un coup d'œil. sérieusement. Ben ouais, absolument. Oui, Puis on va jeter un coup d'œil justement au niveau des prédictions. Et on rappelle aux gens, je suis allé de publication sur mes réseaux sociaux, qu'on a commencé un pool de football, hein, le pool là, du sac du quart. Tout ça, c'est sur le site d'ESPN.com. Alors, vous avez juste à joindre le pool, le sac du quart. J'ai publié sur mon compte Twitter le lien afin de vous abonner. Alors, à toutes les semaines, vous pouvez y aller de vos prédictions et de les comparer aux nôtres, les comparer avec vos amis également. Alors, prédiction pour toutes les rencontres qui seront présentées tout au long de la semaine du côté du calendrier de la NFL, tout au long de la semaine, tout au long de la saison. Alors, on vous invite bien sûr à y participer. On fait ça pour vous afin de s'amuser. On tente de bâtir une communauté de football ici. Alors, pourquoi pas en y allant de nos prédictions à toutes les semaines. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à patienter au botté d'envoi de la rencontre entre les Ravens et les Chiefs ce jeudi soir. On va se tourner maintenant du côté du fantasy football, toujours en compagnie de Marc-André. Bien sûr, les repêchages, ben, c'est la période des repêchages, hein. On sait, ça commence généralement, bon, avec la fin des matchs préparatoires. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui n'ont toujours pas fait leur repêchage. Tout est des recommandations, des joueurs à cibler dans les dernières rondes du repêchage ou peut-être même des joueurs qui ne seront pas repêchés, qui vont être sur le marché des joueurs autonomes, sur le waiver wire. Ça vaut peut-être la peine, justement, de les insérer au sein de notre formation si notre repêchage a déjà eu lieu. en anglais, on appelle ça des late round gems. J'ai traduit ça par, je Hmm. trouvais ça cute, des petits trésors de fin de repêchage qu'on ne pense pas des fois pouvoir repêcher. Puis, tu sais, des fois, on est en fin de repêchage, c'est arrivé. Les repêchages ont sûrement déjà commencé, ça va se poursuivre jusqu'à jeudi. On ne sait plus qui prendre. Peut-être que ces joueurs-là sont encore dans vos repêchages. Ça serait intéressant. Je commence par le porteur de ballon, Blake Corum des Rams de Los Angeles. On le repêche présentement en 11e ronde pardon, d'un pool fantasy. Ce que je veux dire avec Blake Corum, c'est qu'il va avoir du temps de jeu parce que on a vraiment un rôle pour lui du côté des Rams. Il a obtenu de plus en plus d'opportunités avec la première unité à l'entraînement. Il n'a participé à aucun match préparatoire. Donc, lui aussi, on va le déballer lors du match numéro 1. Et ça, ce que ça me dit, c'est que vraiment, on voit de grandes choses pour Blake Corum. Et avec la nouvelle qui a surpris un peu tout le monde que Kyren Williams va être également le retourneur Oui, de beauté d'envoi pour les Rams, ben moi, je pense que justement, ça ajoute à l'argument que Blake Corum, selon moi, je dis pas, le partage des tâches va peut-être être plus grand qu'on pense, ou être plus rapproché, disons, un 40-60 en faveur de Kyren Williams. Faut pas oublier que Corum, il est assez explosif, 45 touchés en 2 saisons dans la NCAA avec Michigan. 28 l'an dernier, ça c'est tout simplement incroyable. Et je voulais dire également en terminant que Kyren Williams a manqué 3 matchs la saison dernière. C'est pas un joueur qui est réputé pour être en santé. Il est fragile quand même. Donc moi, je pense que mettre Blake Corum, on ne sait pas trop ce qui se passe au camp d'entraînement du côté des Rams, mais je suis convaincu qu'il aura un plus grand rôle que qu'est-ce que les gens peuvent croire au niveau fantasy. oui, parce que Karen Williams, en plus, bon, il n'a pas un gros physique, hein, donc c'est une des raisons pour laquelle il rate des matchs à l'occasion, mais surtout avec son site de course. C'est un joueur qui est robuste, mais il n'est pas un porteur de ballon qui est très costaud. Alors oui, comme tu l'as dit également, on a dit que Karen Williams va effectuer les retours de beauté, de dégagement. Alors oui, Blake Corum, je suis bien d'accord avec toi, ça vaut la peine d'aller chercher au niveau du waiver ou de repêcher tard lors du repêchage, décidément. Mettons, on va rester à Los Angeles, mais on va se transporter du côté des Chargers, où tu crois qu'il y a un receveur canadien qui pourrait connaître une bonne saison, du moins être productif. Didier, tu sais que j'aime pas te contrarier dans la vie, mais on est rendu à Ray Davis des Bills de Buffalo, le porteur de Ah, ballon. excuse-moi, j'en ai Euh, sauté un. Excuse-moi, oui. oui, c'est un, Ça j'adore faisait mettre Ray tellement un beau Davis. lien de rester à Los Angeles en plus, hein. Oui, Vas-y. on aurait pu revenir. J'ai failli y penser de continuer puis se dire après, écoute, faudrait revenir.
Mais non, Ray Davis est un porteur de ballon que j'aime beaucoup mettre sur mon banc ces temps-ci. On le repêche en 13e ronde. Je pense qu'il va avoir plus d'opportunités qu'on le pense à Buffalo parce que c'est un gars, premièrement, ultra productif, évidemment, dans les rangs universitaires. 20 touchés en 12 matchs la saison dernière à l'Université Kentucky. Et James Cook, Didier, a obtenu seulement 2 courses à l'intérieur de la ligne de 5 l'année dernière à partir de la semaine numéro 4. Donc, du côté des Bills, on pense encore que James Cook ne peut est un petit porteur de ballon et c'est pas, disons, sa tasse de thé, la porte des buts. Et l'année dernière, Latavius Murray a obtenu le 12e plus grand total de courses dans la NFL à la porte des buts à l'intérieur de la ligne de 5. Et ça, malgré que Josh Allen lui en a subtilisé 14. Il a quand même obtenu le 12e plus haut total. Ce que ça me dit, c'est que moi, Ray Davis, c'est un gros porteur de ballon. C'est un porteur de ballon à la Latavius Murray. On a essayé Leonard Fournette. Hein? On sait du côté des Bills l'année dernière, on cherchait vraiment un gros bonhomme pour citer Benoît Brunet pour à la porte des buts dans la zone payante. Et on dit du côté des Bills que c'est vraiment un gagnant des matchs préparatoires, Ray Davis. Il a vraiment été exceptionnel au camp. J'aime beaucoup mettre Ray Davis sur mon banc en ce moment. Il ne coûte absolument rien et il pourrait s'avérer payant au niveau. OK, ben là, c'est pour de vrai. On va parler de Joshua Palmer, receveur torontois qui porte les couleurs des Chargers de Los Angeles. Repêché en 11e ronde en ce moment, Joshua Palmer, en 11 départs dans sa carrière, il a quand même une moyenne de 12,6 points fantasy. Oui, il a une compétition avec Quinton Johnson, de qui on dit bon, que ça ne s'est pas amélioré dans son cas au camp d'entraînement. Et Ladd McConkey, un choix quand même assez populaire. Mais je tiens à vous rappeler que Ladd McConkey, là, son sommet en une saison au niveau universitaire en termes de verges, c'est 782. C'était en 2022. Sinon, il a obtenu moins de 500 verges en 2021 et en 2023, souvent blessé. Et déjà, Ladd McConkey avait des petits bobos au camp d'entraînement. Et pourquoi repêcher Ladd McConkey, utiliser un choix plus haut pour prendre ce joueur-là, cette recrue-là, quand je pense que Joshua Palmer pourrait effectivement être le receveur numéro 1 de cette équipe-là, parce qu'il a une chimie déjà installée avec Justin Herbert. Il coûte beaucoup moins cher. C'est un receveur, selon moi, numéro 1 à bas prix. C'est sûr que l'année dernière, Joshua Palmer n'a pas eu des grosses statistiques parce qu'il y a également eu 4 matchs sans Justin Herbert. On a eu Easton Stick au poste de quart. Ouais. Mais vraiment, sans Mike Williams l'an dernier, il a vraiment été exceptionnel. Palmer, une moyenne de 71 verges par match. C'était 29e chez les receveurs de passe. Un receveur que l'on repêche en ce moment comme receveur numéro dans la cinquantaine. Donc, pour moi, Josh Palmer, vraiment, j'adore mettre Josh Palmer sur mon banc en ce moment au niveau fantasy également. Ah, tu as mentionné le nom du receveur recru, Ladd McConkey. Ben, un autre receveur recru, il y en a un là, qui connaît un bon camp d'entraînement à Jacksonville, c'est Brian Thomas, un joueur très explosif, un ancien de LSU. Puis toi, tu penses que ça vaut la peine, là, justement, de le repêcher tard lors du repêchage? J'adore Brian Thomas cette saison, Didier, repêché en 10e ronde. Et on commence vraiment à le voir monter dans les classements fantasy dans vos repêchages. 17 touchés l'an dernier à LSU, c'est tout simplement incroyable. Et le principal argument dans le cas de Brian Thomas, c'est que les Jaguars de Jacksonville, avec le départ notamment de Calvin Ridley, ils ont 250 ballons vacants dans cette attaque-là. Et si on prend pour acquis que Brian Thomas va prendre le rôle de Calvin Ridley, faut dire que Calvin Ridley a été ciblé 22 fois dans la zone payante, dans la zone début l'année dernière. Ça, c'était un sommet dans la NFL. Si Brian Thomas, qui a vraiment le nez pour les toucher, en tout cas dans les rangs universitaires, a autant de production ou autant de regard dans la zone début, dans la zone payante, ça pourrait être intéressant. Lors des matchs préparatoires, il a déjà 3 réceptions de plus de 10 verges. Il est dominant dans les zones profondes. Je pense que Brian Thomas peut assurément devenir le receveur numéro 1 de cette équipe-là, devant Christian Kirk, devant Gabe Davis, devant Evan Engram. J'adore Brian Thomas à son prix actuel. Oui, il est décidément le receveur le plus talentueux du côté de Jacksonville. Jeune, recrue. Mais lors des dernières années, on a vu des receveurs recrues devenir des joueurs d'impact immédiatement au sein de leur formation. Alors, on dirait que Brian Thomas, il a ce potentiel-là. En tout cas, il est vraiment très intriguant. Maintenant, il y a Ty Conklin, l'ailier rapproché des Jets de New York. Tu crois que ça vaut la peine de le repêcher tard lors du repêchage? Entièrement gratuit, repêché en 6e ronde, Tyler Conklin. Je pense que la présence d'Aaron Rodgers va être bénéfique pour Tyler Conklin. Il a été ciblé 87 fois lors de ses 3 dernières saisons, dont la saison dernière. 87 fois pour un année rapproché, c'est quand même intéressant. Sauf que l'année dernière, Didier, il a obtenu aucun touché, zéro.
Et on peut le comprendre Mmh. avec la qualité de corps arrière qu'il y avait à New York. Donc ça, je pense qu'avec Aaron Rodgers, on peut peut-être lui donner peut-être 4, 5, 6 touchés parce que Rodgers aime cibler les alliés rapprochés historiquement dans sa carrière. Il a ciblé 96 fois ses alliés rapprochés en 2022 à sa dernière saison avec les Packers. Et on se souvient de la grosse saison, disons, de Robert Tonyan en 2020 dans le système de Nathaniel Hackett. 11 touchés en 2020 pour Robert Tonyan euh, dans l'attaque des Packers. Donc, est-ce que c'est le même genre de saison qu'on pourrait voir du côté de Tyler Conklin? Ben, vraiment, ils ont des profils similaires, disons ça comme ça. Il n'a pas joué également lors des matchs préparatoires. On l'a gardé pour la saison régulière ce samedi, qui sera le lié rapproché partant du côté des Jets. Donc, j'aime beaucoup Tyler Conklin. J'ai des poules personnellement à deux ou trois. Il faut repêcher deux ou trois alliés rapprochés qu'on met sur notre banc. Je pense que mettre Tyler Conklin au bout du banc, ça peut quand même s'avérer être une bonne affaire. Ah, je parlais de Sean Watson, que ça fait longtemps qu'il n'a pas connu une bonne saison depuis la saison 2020. Mine de rien, Aaron Rodgers, ça fait longtemps aussi, hein, Marc-André. Souviens-toi, Mhm. bon, naturellement, l'année dernière, il n'a presque pas joué, il a raté entièrement la saison. Donc, là, tu te remontes dans le temps, 2022, ça n'avait pas été une brillante saison là, pour lui avec les Packers. Donc, il faut remonter à 2021, c'est 3 ans là, qu'on n'a pas vu Aaron Rodgers offrir de solides performances avec constance. Alors, j'ai hâte de voir ça parce que, ben, veux pas. Ty Conklin t'a parlé des déboires que les Jets avaient eu à la position de carrière la saison dernière. Ça va être difficile pour lui d'être productif si Rodgers n'est pas à son mieux, mais l'historique d'Aaron Rodgers, comme tu as mentionné, c'est qu'il aime lancer aux ailiers rapprochés. Alors, il y a ça qui joue en faveur de Conklin. Maintenant, tu as un autre ailier rapproché que tu aimerais nous recommander, Jean. C'est souvent ça avec les îles rapprochés. On dirait qu'ils sont dépendants de la qualité du corps arrière plus que que les receveurs de passe, selon moi. Et je veux vous parler de Ben Sinnott, l'allié rapproché des Commanders de Washington. Dans ma recherche, dans ma quête d'idées de trouver le prochain Sam Laporta, je l'ai peut-être trouvé repêché en 17e ronde en Hmm. Ben Sinnott. Je le sais, en ce moment, Zach Ertz, il est là. Zach Ertz est un chouchou, a travaillé avec Cliff Kingsbury. Cliff Kingsbury qui est rendu le coordinateur à l'attaque des Il reste Commanders. plus d'essence dans le réservoir de Zach Ertz, OK? On Mais va se le bref, il dire, y a là. Il y a une vraiment une raison pourquoi relation les Cardinals de l'Arizona ne voulaient pas de lui l'année dernière. Il y a vraiment une relation quand même qui s'est établie au fil du temps entre Kingsbury et Zach Ertz. Ça, on ne peut pas Oui, oui, le nier. effectivement. Mais je pense que Zach Ertz va venir peut-être en début de saison, du moins venir bousiller l'éclosion fantasy d'un troisième ailier rapproché après Dallas Goddard et Trey McBride. Il ne fait juste ça. C'est la grande faucheuse pour les alliés rapprochés recrues ou les alliés rapprochés avec du potentiel. Mais je voulais vous Ah, tu dire penses que que l'histoire va se répéter? non, je pense pas. Je pense que Ben Sinnott a vraiment quand même un certain potentiel. On l'a vu en match préparatoire, il a connu de bons matchs. Et sous Cliff Kingsbury, les alliés rapprochés lors de ces saisons avec les Cardinals ont terminé dans le top 5 pour les cibles et pour les verges à la position. Je pense que Ben Sinnott est plus explosif que Zach Ertz sur une longue saison. Je dis pas que Ben Sinnott est un joueur qui va avoir un impact immédiat, mais on parle en deuxième moitié de saison, peut-être il pourrait avoir un impact à la Sam Laporta. Il est qu'à quelques pions mieux placés dans l'échiquier de peut-être prendre son envol. Et également avec le départ de Jahan Dotson, moi, ça me dit que peut-être on va utiliser davantage de formation à deux, de les rapprocher avec Hertz et Sennett, puisqu'on a vraiment eu des bons commentaires à son endroit au camp d'entraînement. C'est un ailier rapproché qui ne coûte absolument rien, 17e ronde. J'aime beaucoup, comme je l'ai dit, moi, personnellement, j'ai des pôles à trois ailiers rapprochés qu'on peut laisser sécher, prendre des chances avec un ailier rapproché sur un banc. J'aime beaucoup mettre Ben Sinnott sur mon banc. Il passe quand même vraiment sous le radar en ce Oui, définitivement. Ça, c'est un joueur qu'on n'a pas entendu parler, mais peut-être qu'il y aura un impact au niveau du fantasy football. Ça reste à voir, mais c'est toujours possible. Mais écoute, on a fait le tour, hein, Marc-André, pour moment. ce qui est des conseils fantasy football de la semaine. On va parler des Alouettes qui avaient congé la semaine dernière, quoi. C'était une semaine de congé bien méritée pour les hommes de Jason Mask qui présentent maintenant un dossier de 10 victoires et une défaite. Mais malgré le fait qu'on avait congé, bien, il y a le directeur général, Danny Machuca, qui lui n'a pas chômé. Il a donné des prolongations de contrat, notamment à Nick Callender, Tyler Snead. Snead, qui a participé à l'entraînement des Alouettes lundi lors de leur retour au travail. Il avait son casque. Il a obtenu quelques répétitions, donc lentement mais sûrement, Tyler Snead se rapproche de retour au jeu.
Et un autre joueur qui a signé une prolongation de contrat du côté des Alouettes, ben, c'est le receveur américain Austin Mack. Mack qui a préparé son premier match avant la semaine de congé. En prolongation de contrat, Marc-André, de 4 ans là, qu'on a donné Ouais, à j'ai Austin trouvé ça Mack. bizarre. C'est long pour un C'est receveur de rare qu'on passe dans voit la Ligue ça, ouais. canadienne. Ouais. Ben justement, j'ai posé la question à Mac et à Danny Machocha, pourquoi 4 ans? Parce que comme tu viens de le dire, c'est rare qu'on voit ça au niveau de la Ligue canadienne de football, des contrats aussi longs. Eh bien, c'est simple. Pour Austin Mack, lui, il est fatigué de devoir déménager. Parce que lors des dernières années, bon, en 2023, il était à Montréal, il a passé du temps à Atlanta avec les Falcons. Avant ça, il a porté les couleurs des Giants de New York, notamment des 49ers de San Francisco dans la NFL. Sa femme est enceinte d'un deuxième enfant qui devrait voir le jour au cours du mois prochain, au mois d'octobre. Alors lui, il était fatigué de déménager. Il était à la recherche de la stabilité et l'organisation des Alouettes a bien voulu l'accommoder. Alors, c'est la raison pour laquelle il a signé une prolongation de contrat de 4 ans. Il n'a pas l'intention d'aller ailleurs. Austin Mack, il adore Montréal et veut de la stabilité pour sa famille. C'est la raison pour laquelle il a signé cette prolongation-là de 4 ans, qui est hors du commun habituellement du côté de la Ligue canadienne. J'ai hâte de voir les Lions de la Colombie-Britannique. Ça débarque à Montréal avec Nathan Rourke également, qui est au poste de quart, qui, après deux matchs assez difficiles, deux premiers matchs où il fallait qu'il Mhm. retrouve un peu ses repères, il a vraiment été excellent en fin de semaine, Nathan Rourke. J'ai bien hâte de voir. Ça va être un bon test pour les Alouettes, pour la défense des Alouettes également. Oui, ça va être intéressant. J'ai bien hâte de voir ce match-là. Comme tu viens de le dire, Nathan Rook qui a finalement connu un bon départ. Mais Nathan Rook, tout comme Austin Mack, puis j'en parlais avec Austin Mack après l'entraînement de lundi, il disait, tu sais, malgré le fait là, que, il t'a fait allusion à ça, malgré le fait qu'il connaît très bien Cody Fajardo, ils ont gagné le Coupe Grey ensemble, mais là, il s'est greffé à l'équipe. Là, après seulement une semaine d'entraînement, on l'a inséré au sein de la formation partant. Et c'était évident là, qu'il y avait un manque de cohésion entre les deux joueurs, entre le carrière et le receveur de passe. C'est là l'importance de participer au camp d'entraînement afin de développer la chimie, la cohésion. Mac m'a promis que sa performance vendredi soir contre les Lions va être mieux. Il a dit, écoute, Cody et moi, on travaille fort justement afin finalement de renouveler notre cohésion. Alors, j'ai bien hâte de voir ça, mais tout ça pour dire le lien que je vais faire avec Nathan Rourke, Marc-André, on a envoyé Nathan Rourke dans la mêlée à titre de carrière partant après Mhm. seulement quelques entraînements. Alors, c'est normal qu'il en a arraché lors de ses deux premiers départs avec les Lions. Mais là, on l'a vu en fin de semaine, il a beaucoup mieux joué pour la Colombie-Britannique. Il a été en mesure de mener les Lions à une victoire. Alors oui, ça promet pour le match de vendredi à Purcell Molson contre les Alouettes. Il ne faut pas oublier que Fajardo, lui, ça a juste été son deuxième départ après qu'il avait été placé sur la liste des blessés. Il a bien joué en deuxième demi contre les Hawks d'Edmonton. Je m'attends qu'ils connaissent un bon début de rencontre. En tout cas, c'est prometteur ce match-là. Là. J'ai bien hâte de voir ça Ouais. entre les Lions et les Alouettes. Il y a tellement d'histoires. Rourke, mais aussi le retour de William Stenbach et Mathieu Oui, Betts c'est vrai. également. Oui. Et Mathieu Betts en Oui. défense, donc écoute, il y a plein de choses, il y a plein d'histoires dans ce match-là entre, une rivalité naturelle, hein, qu'on dit les Lions et les Alouettes, d'un bout à l'autre, d'un océan à l'autre, la rivalité, du Canada. Ouais, ben écoute, du côté de Mathieu Betts, moi, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il y avait eu des négociations avec les Alouettes, mais finalement, lui, il a choisi de retourner à Vancouver avec les Lions. D'ailleurs, on le voit à l'écran, il a réussi un sac du quart contre Ottawa à son tout premier match de retour dans la Ligue canadienne de football. Alors, Betts va devenir un joueur autonome à la fin de la saison. Puis, ce contrat qu'il a signé, c'était juste pour le restant de la saison 2024. Alors peut-être que les Alouettes vont tenter leur chance à nouveau afin de mettre contre Mathieu Betts. Mais oui, j'ai hâte de le voir en action lors de la rencontre. Parce que, en plus, la ligne à attaque des Alouettes, il y a des matchs où elle connaît des Mmh. ratés en termes de protection. Bon, il faut dire que lorsqu'on a affronté Edmonton, on était privé des services de Philippe Gagnon et Pierre-Olivier Lestage n'a pas été en mesure de terminer le match. Les deux étaient à l'entraînement. Encore une fois, la semaine de congé qui est arrivée à point pour les hommes de Jason Mass afin justement là, de soigner les blessés qu'on avait. J'imagine que du côté de Mathieu Betts, c'est aussi une question de respect. Je veux dire, ils l'ont laissé partir vers la NFL. Tu reviens, peut-être terminer en bon terme avec l'équipe qui t'a laissé partir. Tu sais, je sais pas. Il y a peut-être une question de respect envers les Lions de la Colombie-Britannique aussi là-dedans. Didier, 19 h avec l'émission d'avant-match, tu y seras vendredi prochain. Oui,
Oui, oui, absolument. Les Alouettes qui vont accueillir les Lions au stade Percival Molson. Alors, on a bien hâte de voir cette rencontre-là entre les Lions et les Alouettes. Les Alouettes qui jouent bien, mais là, contre les Lions, il ne faut pas tirer de l'arrière, là. Les Alouettes, ils sont habitués à des remontées spectaculaires en deuxième demi. Ça a été le cas contre Edmonton. Alors, écoute, j'arrête pas de le répéter, mais oui, j'ai hâte de voir ce duel-là. Parce que là, on dirait que les Lions ont trouvé leur vitesse de croisière. Donc, l'attaque Mhm. explosive des Lions contre la défense des Alouettes. Puis l'attaque de Montréal est explosive également. Puis Austin Mack devrait connaître un meilleur match contre les Lions de la Colombie-Britannique. Ben écoute, Marc-André, je te remercie d'avoir été mon coéquipier aujourd'hui lors de cet épisode du podcast afin de mettre à la table pour la saison 2024 de la NFL. Il faut juste attendre que ça commence Ouais. pour de vrais jeudi soir. Et en plus de ça, le match vendredi, Packers-Eagles au Brésil, toute la journée de dimanche, le match du lundi soir. Donc, ça commence. Je suis cerné, mais il y a beaucoup de football pour me rester éveillé dans la prochaine semaine, donc ce sera parfait. Ben voilà. Allez, fait que je te dis au revoir, Papa Chaloux. Et on s'en reparle la Yes, semaine prochaine. merci. Bye bye. Alors, avant de se quitter, ben, je vais répondre à vos questions lors du segment La Minute des fans. On a conservé pour vous une question qui m'a été envoyée. Étant donné que la saison de football universitaire américain a commencé déjà depuis 2 semaines, ça va être la troisième semaine au cours du week-end. Eh bien, William qui m'a demandé, justement, voici sa question. Ma question est quelles équipes seront à surveiller dans la NCAA, et les joueurs qui seront du top 10 au prochain repêchage de la NFL. D'abord, merci William pour ta question. Afin de savoir, bon, les joueurs qui vont faire partie du top 10, la saison est encore très jeune, bien sûr. C'est encore tôt, mais la position carrière, hein, il n'est jamais trop tôt, par contre, afin de parler de la position carrière, afin de se demander qui sera le tout premier carrière sélectionné. Naturellement, il y a Carson Beck, plutôt oui, carrière partant de l'Université de Georgia, les Bulldogs qui ont gagné leur premier match le week-end dernier. Bon, présentement, il est considéré comme le meilleur espoir à la position de carrière. Mais comme je le disais, la saison, elle est très jeune et puis Beck a des choses à améliorer de son côté, mais il est talentueux. Il y a Shedeur Sanders, le fils de Deion Sanders, carrière partant des Buffaloes de l'Université du Colorado. C'en a une autre carrière, ça qui est très talentueux. L'année dernière, Colorado avait une victoire, ligne à l'attaque. Sanders nous a démontré à quel point c'est un battant. Hein. C'est un dur de dur. Il n'a pas peur. Il restait dans la pochette, se faisait frapper, il se relevait, complétait des passes. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup de la part de Shedeur Sanders. On va voir quelle saison, quel genre de saison qu'il va connaître. Ça a bien commencé avec une victoire contre North Dakota State l'autre jour du côté de Sanders et de l'Université du Colorado. Un carrière dont on ne parle pas beaucoup, mais moi que j'aime énormément. Il passe sous le radar parce qu'il portait les couleurs des Cougars de l'Université Washington State, mais là, il a transféré à l'Université de Miami, porte les couleurs maintenant des Hurricanes. Il s'agit de Cam Ward. Cam Ward est tout un carrière, mais étant donné qu'il jouait dans l'Ouest, les matchs des Cougars étaient présentés bon, en fin de soirée à l'heure de l'Est. Il a passé sous le radar. Mais là, avec les Hurricanes ont une formation vraiment talentueuse. Alors, Cam Ward et les Hurricanes, pour moi, Ward est un carrière à surveiller en vue du prochain repêchage. Il a le talent afin d'être sélectionné en première ronde et peut-être même dans le top 10. On va voir comment ça va se dérouler. Mais les Hurricanes aussi sont à surveiller. Il faut juste que l'entraîneur-chef ne vienne pas tout bousiller. Des fois, il prend vraiment des décisions horribles. Mais les Hurricanes sont à surveiller. Ils ont une formation talentueuse. Ils ont gagné leur premier match. Alors ça, je dirais, c'est une autre formation à surveiller tout au long de la saison. Naturellement, j'ai parlé de Carson Beck et des Bulldogs de Georgia. Georgia est classé numéro un. Ils sont favoris. On va voir qu'est-ce qui va arriver. Mais qu'est-ce qui est intéressant du football universitaire américain? C'est que là, il y a une expansion au niveau des matchs d'après-saison. Alors, il y avait seulement 4 équipes qui participaient aux éliminatoires, mais là, on a augmenté ça à 12. 12 équipes vont participer aux éliminatoires. On va avoir droit à un vrai tournoi du côté du football universitaire américain au cours de l'hiver prochain. Alors, moi, j'ai hâte de voir ça. Est-ce qu'on va avoir des surprises? Est-ce qu'une équipe qui va être 10e tête de série va se rendre jusqu'en finale? Ainsi de suite. Alors, ça, ben, ça ajoute juste de l'engouement en vue de la prochaine saison du football universitaire américain. Oh, les Buckeyes Ohio State aussi sont à surveiller. Bon, les Buckeyes sont toujours talentueux, mais c'est une année de vérité pour Ohio State, en particulier pour leur entraîneur-chef Ryan Day. Parce que là, il n'y a plus d'excuses pour les Buckeyes. Jim Harbaugh n'est plus à Michigan. Les Wolverines ont perdu plusieurs joueurs qui ont quitté
pour la NFL, Ohio State est l'équipe la plus talentueuse du Big Ten cette année. Là. Ça, c'est même pas proche avec les autres formations, selon moi. Beaucoup plus talentueux que Penn State aussi. Là, toute la pression est sur Ryan Day. Il a embauché Chip Kelly comme coordinateur à l'attaque. Ryan Day, il n'y a pas d'excuse. Il doit battre Michigan cette année. Jim Harbaugh n'est plus là. Et les Buckeyes doivent participer aux éliminatoires, surtout qu'il y a 12 équipes qui vont y participer. Alors, William, j'espère que ma réponse t'a plu et j'espère aux gens qui ont regardé le podcast, soit via la chaîne YouTube, soit qui l'ont téléchargé, qui l'ont écouté. J'espère que cet épisode du podcast Sac du Cœur vous a plu. La saison va commencer jeudi soir, la saison de la NFL. Vendredi, il y aura un autre match à NFL, Packers contre Eagles, après le match Ravens-Chiefs de jeudi soir. Et en plus de ça, les Alouettes seront aussi en action vendredi soir. Tout un match en perspective contre les Lions de la Colombie-Britannique. Alors, je vous dis au revoir et je vous reparle la semaine prochaine.